père l'a exposé, la normativité du structuralisme abstrait, la mathématique pure. Merci Claudio. Je tiens d'abord à remercier Frédéric et les organisateurs de chez Mathède de m'avoir invité. Par là aussi, j'ai un plaisir de séjourner pendant un certain temps Alex. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. C'est vraiment très stimulant. Deuxième chose, je vais faire quelque chose qui est typiquement canadien. Je vais parler en français, mais mes diapos sont en anglais. On m'a dit par contre hier que j'aurais dû faire l'inverse. Je pense que je peux quand même travailler comme ça. J'espère que ce ne sera pas trop difficile, qu'il n'y aura pas une trop de dissonance linguistique entre les deux. Je vais tenter d'être clair. Vous pouvez soit vous concentrer sur ma voix ou vous concentrer sur les diapos. Ça devrait être à peu près équivalent. Je vais essayer de synchroniser les deux. Mais c'est sûr que je vais dire beaucoup plus de choses que ce qu'il y a sur les diapos, bien que j'ai tenté d'en mettre le plus possible en pensant que pour plusieurs personnes, ce serait peut-être la meilleure façon de me suivre. Dernière remarque, c'est sur mon titre. Il ne va pas vraiment très bien, mon titre, je dois vous avouer. Mais je n'ai pas trouvé mieux, même après avoir préparé ma conférence, donc je vais le laisser là. Mais je tiens quand même à souligner immédiatement une remarque importante que je vais maintenir durant toute la durée de mon exposé. Je tiens et je souligne que je veux parler du structuralisme abstrait. D'accord? Parce que les structures, il y en a partout. Ça existe depuis toujours, ça existera toujours. On ne parle pas de structure en général, mais en mathématiques, on parle de structuralisme abstrait. Et le mot abstrait est tout aussi important pour moi que le mot structure. D'accord? Donc, je ne vais pas les dissocier beaucoup parce que ce dont je parle, et je vais y revenir, a émergé dans l'histoire des mathématiques à une période assez précise, et c'est en utilisant le terme de structuralisme abstrait que je veux le caractériser. Donc, ça, c'est pour moi important. Deuxième chose. Alors, ça, c'est pour moi, moi, malheureusement, l'histoire est beaucoup trop vite, mais sa remarque qui est rapportée par Claude Chevalier est, à mon sens, essentielle. Et en quelque sorte, le gros de mon exposé va porter là-dessus. Alors, Herman a déclaré, apparemment, c'est Claude Chevalier qui le rapporte, on peut dire que beaucoup des obscurités des discussions qui sont survenues à propos du fondement des mathématiques ont pour origine une confusion entre le sens mathématique des termes et leur sens métaphysique. Ça peut paraître banal, mais quand on regarde l'histoire un peu plus attentivement de ce qui s'est passé, cette remarque-là prend un sens particulièrement important. Et je vais essayer de l'illustrer en faisant ce que tout au long de ma présentation. Alors, le contexte mathématique dans lequel je m'inscris, vous le connaissez bien, ça va être très très rapide, puis je vais revenir sur certains points en cours de présentation. Bon, évidemment, on s'entend à peu près tous qu'il y a un moment où les choses commencent à se changer dans la façon de parler des mathématiques abstraites, et ça commence en gros autour de Gauss. C'est développé tranquillement au cours du 19e siècle, surtout dans l'école allemande, donc avec les travaux de Grassmann, de Dedekind, Steinitz, Weber et compagnie. Mais en France, je pense qu'Élie Cartan peut être pris comme un représentant de cette école, donc le grand-père de Bourbaki. Ça se cristallise vraiment au début du 20e siècle dans l'école de Göttingen, surtout dans les travaux de Noether et de Hartin. Et ça, j'insiste là-dessus dans les travaux de Noether et Hartin, parce qu'ils se servent, ça c'est vraiment crucial, ils se servent de structures abstraites pour démontrer des théorèmes en mathématiques, en théorie des anneaux, en théorie de l'or, et ainsi de suite. Ce qu'évidemment les logicistes ne font pas du tout. C'est une façon de faire les mathématiques qui apparaît à ce moment-là, et qui apparaît dans des secteurs avec des exemples particuliers. La question, c'est de savoir, est-il possible de faire toutes les mathématiques de cette façon-là? Et là apparaît, évidemment,
Bourbaki qui reprend le flambeau et qui tente de démontrer qu'en effet, on peut développer toutes les mathématiques de cette façon. Ça, c'est pour moi le structuralisme abstrait, qui apparaît à ce moment-là. C'est une façon de faire les mathématiques que Bourbaki développe dans les éléments systématiquement au cours des années, mais avec certaines difficultés qui apparaissent en cours de route dont je vais parler. Ça évolue, évidemment, et ça devient de plus en plus abstrait, de plus en plus général, avec une nouvelle vague qui apparaît dans le courant des années 50 et 60, et qui est exemplifiée par les travaux de Grothendieck en géométrie algébrique. Évidemment, il n'est pas le seul, mais il est le principal représentant de cette nouvelle façon de faire, qui change le langage et qui introduit, et c'est comme ça que je vais parler, un nouveau niveau d'abstraction qui est plus abstrait que ce que Bourbaki faisait déjà, qui déjà était plus abstrait que ce qu'on faisait dans les mathématiques classiques. Donc, cette introduction des niveaux d'abstraction dans le structuralisme abstrait, il y a, à mon sens, continuité et discontinuité à chaque moment. Là, il y a des enjeux de permanence et de modification, le changement qui apparaissent de façon très claire. Donc ça, c'est le contexte mathématique. Aujourd'hui, dans la pratique des mathématiques que je vais appeler pures, donc là, je vais tout de suite couper court à cet enjeu, une probabilité chez Bourbaki. On va parler de mathématiques pures, et c'est une part importante de la façon dont on fait les mathématiques aujourd'hui. On n'y pense pas vraiment. Il y a différentes façons de faire les mathématiques, mais c'en est une, qui est assumée par plusieurs mathématiciens. Alors là, je vais faire une première remarque par rapport au discours fait par les philosophes. Donc, quand vous lisez sur le structuralisme en mathématiques, très rapidement aujourd'hui, dans les textes plus récents, on va faire référence à une distinction fondamentale qui est reprise par à peu près tout le monde, qui a été introduite par Eric Reck et co-auteur dans les années 2000, entre le structuralisme méthodologique et le structuralisme philosophique. Le structuralisme méthodologique, remarquez que je vous dis plus abstrait, là, parce que dans la littérature, on fait juste parler de structuralisme. Le structuralisme méthodologique, c'est celui que les mathématiciens pratiqueraient. C'est comme ça qu'ils travaillent. Et ce n'est pas la même chose que le structuralisme philosophique, qui est celui qui est pratiqué par les philosophes et qui est proprement parlé l'intérêt des philosophes. Alors là, on est loin d'une philosophie immanente de Frédéric. On est en train de distinguer les deux et de dire, les mathématiciens travaillent d'une certaine manière, mais nous, on va se pencher sur des enjeux proprement philosophiques et principalement ontologiques, pas seulement, mais principalement ontologiques, sur qu'est-ce qu'une structure, est-ce que ça existe en soi, est-ce que ça dépend d'autres choses, et ainsi de suite. Alors, là, je vais vous lancer une analogie. Imaginez qu'on est au 19e siècle, d'accord, et que les philosophes de l'époque auraient dit que les preuves en analyse, ben, c'est de la logique méthodologique. Et que nous, les philosophes, évidemment, on comprend bien la logique depuis toujours, c'est notre territoire, c'est notre domaine d'expertise. Et les mathématiciens, ils font des trucs un peu bizarres en analyse complexe. Et on va les laisser travailler, mais la véritable réflexion sur la nature de la logique, ben, elle nous appartient. D'accord? Alors, ce que je vais essayer de défendre d'une certaine manière, et là, ce n'est pas seulement moi, d'accord? Je vais ouvrir une parenthèse, vous l'avez vu sur la page de présentation. Je remercie et très chaleureusement Michael Mackay, le logicien McGill, parce qu'en grande partie, tout ce que je vais dire d'intelligent aujourd'hui, je lui dois. Et toutes les erreurs que je vais faire aujourd'hui sont les miennes, d'accord? Donc, je veux quand même que ce soit clair, et c'est le moment de l'insérer. Alors, je veux dire que de la même manière que le développement d'analyse complexe dans le cours du 19e siècle a plus ou moins forcé, parce que là on pourrait en débattre, des mathématiciens à développer une analyse ou une explication de la logique qui sous-tend la pratique des mathématiques de l'époque. Vous voyez qui j'ai en tête principalement, Frege, Peirce, évidemment. C'est la naissance de la logique telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais qui porte sur une analyse de ce qui se passe effectivement dans les mathématiques de l'époque. Nous devrions tenter, ça devrait être un de nos objectifs, de développer une analyse de la notion de structure abstraite, j'insiste encore une fois sur le mot abstrait,
qui sous-tend la pratique des mathématiques contemporaines. Alors, Paul a suggéré, est-ce qu'on devrait avoir une nouvelle logique? Ben, une des réponses, et là c'est pas la mienne, c'est de Michael Mackay, qui défend depuis 25 ans, c'est absolument. On n'a pas le choix. D'accord? Et puis, je vous la présente. Ça, c'est lui qui parle. Et je vais essayer de la présenter, mais je ne vais pas la présenter vraiment dans les réponses. D'accord? Mais c'est ça, c'est le but, de le faire de cette manière-là. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va le faire? Qu'est-ce qui doit être fait dans les faits? Puis, ça, je vais revenir sur un point important dans une minute, parce que quand on regarde la littérature philosophique, c'est pas quelque chose que l'on trouve dans la littérature philosophique. À ma connaissance, ni Shapiro, ni Hellman, ni compagnie vont dire, on aurait besoin de ça. Ils vont dire, oui, on a besoin de savoir quelle est la logique sous-jacente au structuralisme. Est-ce que c'est la logique du premier ordre, du deuxième ordre, quelque chose d'autre? Mais la question de savoir si, est-ce qu'on doit construire une logique propre au structuralisme? Ça, c'est pas une question qui est demandée. Au contraire, on va même dire, l'analyse formelle du structuralisme, c'est pas vraiment une bonne idée. C'est pas quelque chose qui est nécessaire. Et là, moi, je m'objecte à ça, profondément, d'accord? En disant, non, là, il y a une erreur, puis c'est la confusion entre mathématiques et métamathématiques qui est là. Je vais y revenir parce qu'elle n'est pas simple. Cette confusion-là, elle est trop facile à faire. On la retrouve dans plusieurs écrits récents, et elle existe encore, elle est encore très prégnante. Alors, attendez, dernière chose que je voulais faire. Donc, on doit comprendre ce qui est fait en structuralisme abstrait et surtout aussi comment ça a été fait, sur quoi c'était ce qu'on suppose. Et heureusement, on a déjà des indices de ça, mais ils n'ont pas été pris au sérieux. Ça, c'est l'objet d'une conférence en soi. Je vais en glisser 2 mots tout à l'heure, mais on a déjà quand même du matériel pour travailler. Alors là, je vais vous présenter quand même qu'on retrouve dans la littérature. Alors, je vais prendre Hellman, j'aurais pu prendre Shapiro, j'aurais pu prendre un autre. L'intérêt de Hellman, c'est que c'est dans le Oxford Handbook, donc ça serait une synthèse qui couvre toutes les questions sur le structuralisme en mathématiques. Et là, je vais faire une longue citation, d'accord, c'est en plusieurs diapos, puis je vais la lire avec vous. Vous allez voir, Hellman lui-même va le dire plus tard, il y a un glissement dans le texte, puis il va le reconnaître, il l'a voulu. C'est intentionnel. Donc, mathematics is seen, là je vais le faire en anglais, d'accord, parce qu'il est dans le texte. Mathematics is seen as the investigation by more or less rigorous means of abstract structures, systems of objects fulfilling certain structural relations among themselves and in relations to other systems without regard to the particular nature of the objects themselves. OK. Ça, personne ne va sourciller à cette déclaration-là. Et il continue. Of course, mathematicians distinguish between abstract structures and concrete ones, for instance, made up of familiar basic items such as real or complex numbers, or functions as such, or rationals, or integers, etc. Bon. Petite remarque que je fais en passant sur laquelle je pourrais revenir. L'utilisation ou l'opposition abstrait-concret dans ce contexte-là est assez singulière. Parce qu'en métaphysique, en général, c'est pas du tout comme ça qu'on va opposer le concret à l'abstrait. Puis tout le monde pourrait s'entendre pour dire que les réels sont tout aussi abstraits que tout le reste. Dans un certain sens, très banal, toutes les mathématiques sont abstraites. Du point de vue métaphysique. Mais ce n'est pas en ce sens-là que j'utilise le terme structuralisme abstrait. Alors qu'ici, on est un peu en train de confondre. Ce qu'on est en train de faire, à mon sens, qui est plus précis, c'est de faire remarquer qu'il y a des niveaux d'abstraction. D'accord? Que les réels, les entiers, etc., c'est moins abstrait qu'autre chose. Et quoi? Ben, les structures abstraites. D'accord? Alors, on continue avec Hellman. But it is characteristic of a thoroughgoing structuralism to treat even these systems as like the more abstract ones, in that the objects involved serve only to mark positions in a relational system, and the axioms governing these objects are thought of not as asserting definite proofs,
but as defining a type of structure of mathematical interest. Pas tellement d'enjeu non plus là. D'accord? Mais voici où là, tout d'un coup, Kalman prétend que ça glisse. In some sense, to be clarified, the objects serve only as relative of key relations, as their individual nature is of no mathematical concern, if one can even speak of such a nature. Sometimes it is even said that such objects, structural objects, have only the properties and bear only the relations to other such objects, as required by the relevant axioms defining conditions laid down in the branch of mathematics in question. Alors là, remarquez, là, sometimes it is even said. Okay, alors dans la tête de Hallman, là, il y a quelque chose de ouh. On va aller jusque là. Et moi, ce que je veux dire, c'est, ben oui, on va exactement. C'est précisément là qu'on va aller. Mais il faut encore savoir comment. D'accord? OK. Alors, reprenons un peu ce que Hallman vient de dire. Alors, il y a plusieurs glissements dans ce que je viens de vous dire. Je vous les ai fait remarquer. Il commence avec une forme de structuralisme méthodologique qui ressemble, on l'a tous vu, c'est pas très problématique. C'est comme ça que les mathématiciens travaillent ou un certain groupe de mathématiciens. Ensuite, on glisse vers un fondationnel ou un structuralisme philosophique. Et là, ensuite, dans son texte, Hallman donne une liste de 5 questions. Plus récemment, Shapiro et Hallman, dans un petit livre, dans les Cambridge Elements, ils ont repris la thématique, et là, ils font une liste de 8 questions qui doivent être répondues par, ou dans un contexte où on parle de structuralisme en mathématiques. Et ce sont des problèmes, selon eux, qui doivent être repris. Je vais revenir sur ces questions-là à la toute fin. Quand vous ne les dites pas maintenant, vous pouvez un peu les deviner, mais on va y revenir. Alors, ensuite, il procède, et c'est juste ça que je vais le mentionner, son article, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous présente les différentes formes de structuralisme dans la littérature en philosophie, qui sont, selon lui, les formes suivantes. Le structuralisme ensembliste, ou le structuralisme dans la théorie des modèles, qui sont liés. Ensuite, il y a ce qu'il appelle le structuralisme sui generis, ça c'est Shapiro, donc il va dire que la structure existe en soi, puis c'est pas dépendamment de théorie des ensembles ou d'autres choses, c'est vraiment des entités en proprement parler dont il faut saisir pleinement d'une certaine manière philosophiquement. Ensuite, il y a le structuralisme qui vient de la théorie des catégories. Et là, il rattache ça à Colin McClatchy, Steve Harvey et d'autres. Et il y a sa forme de structuralisme, le structuralisme modal. Là, ce qu'il suggère dans cette forme de distinction-là, c'est qu'il y a opposition, il y a un débat, il y a une arène sur laquelle les défenseurs de chacune de ces formes de structuralisme vont aller pour, contre, défendre, donner des arguments en faveur et en défaveur, et il y aurait un réel enjeu entre le structuralisme ensembliste et le structuralisme catégorique, il y aurait une opposition, et on ne sait pas comment on va s'en sortir. C'est comme ça qu'on présente la chose. Alors, c'est ce qu'il fait ensuite son plus présent. Ah, c'est raté, hein, sur le projecteur. Alors, je voulais vous donner un moment de méditation esthétique en vous présentant le bleu de Klein. Mais vous l'avez devant vous. C'est raté. Puis sur mon écran, c'est très beau. Puis j'ai même tapé le code du bleu de Klein pour l'avoir sur mon écran, mais il est projeté de façon très faite. Alors, voici un autre joueur qui, pour moi, est un joueur clé. Claude Chevalier, membre de Bourbaki. Le seul... Celui, je vais reformuler, celui qui a pris le plus sérieusement la logique dans la réflexion sur les fondements. Il l'a dit lui-même, c'est lui qui a convaincu Bourbaki de faire quelque chose sur la logique. Donc, au départ. Et c'est lui qui va finalement formuler la présentation de la notion structure dans le volume de 1954 sur la théorie. J'ai passé un bon bout de temps à regarder les différentes versions dans les archives qui ont été formulées par Bourbaki, et il y en a beaucoup. Entre 1935, qui mène au fascicule, qui
Dieudonné a écrit. Et là, je vais faire une remarque importante. Si vous lisez les fascicules qui sont vraiment à 39, puis vous regardez la notion de structure qui est présentée là, elle est purement mathématique. Si vous regardez la même définition dans le volume de 54, donc là, ce qu'ils ont publié finalement, en se tordant le bras, quand ça fait mal, mais on n'a pas le choix, c'est une définition qui est schizophrénique. Il y a une partie qui commence qui est purement métamathématique et on glisse progressivement vers une caractérisation mathématique. Et dans les échanges de Bourbaki, ce qu'on constate, ça c'est l'objet de toute une présentation, mais on constate qu'ils hésitent beaucoup à prendre position. Et c'est la théorie des catégories qui vient m'aider toujours. Et ils demandent à Heisenberg de faire le travail en 1950. Et Heisenberg essaie de faire quelque chose. Dans ses archives, on voit très bien qu'il dit « j'abandonne, j'y arrive pas ». Et Chevalier, lui, a une position qui est basée méthodologiquement sur les travaux de Gödel, sur les ensembles constructifs qu'il a publiés, alors que Chevalier était à Princeton. C'est très clair qu'il s'en sert, et quand on regarde les publications dans les archives, c'est Chevalier qui présente à Bourbaki les travaux de Gödel. Il en fait de synthèse. Et on voit très bien le lien entre eux. Ça, c'est intéressant. Mais, Chevalier nous dit, il y a un passage dans les notes, dans les archives, qui n'est pas publié dans les livres, mais qui est dans ses notes, qui synthétise parfaitement bien, je pense, ce qu'on doit garder. Une formule très très simple. J'aurais dû garder l'original français, je l'ai traduit. Alors, je peux vous le traduire librement. Voici comment, lorsque un mathématicien pense au contenu d'une idée, qu'il a des êtres mathématiques isomorphes, il notera, nous croyons, qu'il pense moins à la similitude complète des deux objets en tant qu'objet que la chose suivante. Tout théorème qui concerne un de ces objets doit pouvoir se traduire en un théorème qui concerne l'autre. Ça, c'est méta-mathématique. Ça touche sur ce qu'on peut faire dans une théorie. Ce n'est pas l'objet classique, c'est quelque chose qui devient un critère méta. Ça, Chevalier va tenter de le formaliser clairement dans ce que Bourbaki va proposer. Alors, je prétends que ce qu'on doit avoir, ce n'est pas une théorie mathématique générale sur ce qu'est une structure en général. Et là, si vous regardez, on a parlé hier de Orr. Okay? Orr fait une théorie mathématique de structure. Et si vous lisez le livre de Leo Corey sur la genèse de la géométrie abstraite au XXe siècle, il va défendre la thèse qu'on ne peut pas avoir une caractérisation mathématique générale de la notion de structure, qu'elle sera toujours dépassée par quelque chose. La réponse à ça, c'est celle de Chevalier. C'est sûr. Mais on peut avoir une analyse métamathématique de la notion de structure abstraite. Et ça va devenir une analyse normative. Bon, c'est tout bancal. Ça, c'est l'idée. Donc, ça, j'en viens à ce que je viens de dire. Donc, une analyse métamathématique de ce qu'une théorie des structures abstraites doit être. Et là, évidemment, c'est un des problèmes que Bourbaki, pendant un certain temps, ils se sont dit « Ah, zut, c'est ça la réponse ». Et là, je veux quand même faire une autre remarque historique. Quand Bourbaki est saisi du problème des catégories, donc au début des années 50, quand Heisenberg arrive, il s'en sert évidemment en algèbre homologique, Cartan collabore avec Heisenberg, ils écrivent un manuel, ils viennent d'inventer un nouveau champ des mathématiques, comme ça, du jour au lendemain. Et on vient de révolutionner le monde de l'algèbre. Mais la théorie des catégories n'existe pas. J'insiste là-dessus. Bourbaki essaie d'intégrer quelque chose qui n'existe pas encore. Pourquoi? Parce que la notion clé de la théorie des catégories, c'est la notion d'équivalence des catégories, comme on l'a vu hier. Et cette notion-là, elle apparaît seulement dans les textes imprimés qu'en 1957, dans Grothendieck.
dans le Tohoku. Il y a des problèmes universaux. Il y a des problèmes universaux, mais ils ne sont pas vus comme étant une façon de comprendre il y a l'équivalence. l'article de Samuel. Oui, oui, ça c'est 47. Oui, mais la notion d'équivalence de catégorie n'est pas là. Le lien entre les problèmes universaux, les foncteurs adjoints, la notion d'équivalence, ça va venir un petit peu plus tard, début des années 60. C'est très étonnant, ça, comme façon. Et Grothendieck, dans son article de Tohoku, il rattache cette notion-là à Serre, dans Gaga. Et dans l'article de Serre, il y a un exemple d'équivalence de catégorie, et la définition ne s'y trouve pas. Et dans l'article de Grothendieck, on a la définition erronée d'équivalence de catégorie, mais il ne s'en sert pas dans son article. Il s'en sert après. Oui, après, s'il te plaît. OK. Et ça, je voulais le dire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, puis c'est en soi un épisode extrêmement intéressant. Donc, dans les deux notions qui sont importantes, et celle sur laquelle je veux insister, mais qui est maintenant tellement banale qu'on perd de vue son importance, vous allez voir où est-ce que je vais la placer, puis ça c'est ma caille, pour qu'elle reprenne cette importance. C'est la notion d'isomorphisme. Je vais y revenir à cette notion-là. Évidemment, la méthode axiomatique. Mais étant une méthode pour présenter des propriétés qui définissent la structure, ça peut être autre chose, d'accord? Au sens où, tout à l'heure, Frédéric parlait d'énoncés sous forme de données. Aujourd'hui, on ne parlait pas nécessairement d'action, on va dire que ça satisfait les données suivantes. On change de langage, mais c'est la même chose, d'accord? On est en train de définir quelque chose, de le caractériser d'une certaine façon. Alors, là, je vais insister sur le mot isomorphisme. Alors, je vais l'entendre dans un sens très général. D'accord? C'est-à-dire que je veux parler d'isomorphisme en des structures abstraites et pas seulement celles qui sont fondées sur les ensembles. Donc, je veux inclure, comme hier on l'a vu, l'équivalence homotopique, l'équivalence catégorique, l'équivalence bicatégorique, l'équivalence tricatégorique, et vous continuez. D'accord? Et il faut qu'on soit capable de traiter toutes ces formes d'isomorphisme. Et pourquoi? Parce que ça va devenir la clé, en quelque sorte, de ce qui est exprimé par Chevalier, mais en général. Donc, une théorie structuraliste abstraite, c'est pas terrible comme expression, hein, doit être une théorie qui inclut dès le départ la notion d'isomorphisme, de telle manière que deux objets, deux structures abstraites isomorphes satisfont exactement le même service. Et là, je veux dire dès le départ pourquoi, et c'est ça le jeu pivot qui est important conceptuellement. C'est que ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre au cœur de la théorie une notion d'identité, un critère d'identité qui doit s'adapter à la nature des structures abstraites dont on parle. Donc, quand c'est assembliste, c'est la notion d'isomorphisme assembliste. Quand c'est une catégorie, c'est la notion d'équivalence. Quand c'est des espaces topologiques, ben, ça va être la notion de type d'homotopie. Et ainsi de suite. Ça pourrait être l'homéomorphisme, mais là, il y en a deux, dépendamment du contexte. Mais, alors là, le jeu est le suivant. C'est que dans la logique du premier ordre traditionnel, on prend la notion d'égalité comme étant définie, comme étant donnée comme une notion primitive. L'enjeu ici, c'est de trouver le critère d'identité approprié pour les structures abstraites dont on parle et de faire, au cœur de la théorie, de construire la logique autour de ce critère d'identité-là pour que les théorèmes expriment toutes et seulement les propriétés satisfaites par les structures abstraites. C'est-à-dire qu'idéalement, on a une logique dans laquelle, une fois qu'on a défini une signature et un cadre logique, on a une grammaire qui fait en sorte qu'on ne peut même plus écrire un énoncé qui n'est pas invariant sous la notion d'isomorphisme de la théorie. Donc ça, c'est le jeu auquel on veut, dans ce jeu de dit, on veut un critère d'identité des structures abstraites qui soit intégré dès le départ dans les théories. Et, comme je l'ai dit aussi, les théories doivent être telles que les propriétés qu'on peut exprimer sont celles qui sont préservées
par les isomorphismes exprimés dans la théorie. Et c'est dans ce sens-là très précis qu'on peut dire que les structures abstraites, ce qu'elles sont, et quelles sont les propriétés qu'elles peuvent avoir. Alors là, je reviens à Hellman. Rappelez-vous, il disait à la fin, on peut même penser, il y en a qui disent même que ces entités sont celles qui ont seulement les propriétés. Ben, c'est exactement ça. D'accord? Donc, du point de vue de l'analyse métamathématique, on doit être capable d'avoir une théorie dans laquelle les seules propriétés que l'on peut exprimer sont celles qui sont exprimées, préservées, par les isomorphismes de la théorie. D'accord? Et ça, on le retrouve, c'est Bourbaki. Et on a oublié ça. D'accord? André Weil a dit plus tard, une des choses remarquables que nous avons faites pour Bourbaki, c'est de donner une notion générale. C'est de voir que d'être capable de développer des mathématiques sous la forme de structures abstraites, ben, ça doit faire précisément ce que je viens de dire, c'est d'être capable de fournir une analyse qui montre comment on inclut tout de suite, dès le départ, la notion d'isomorphisme dans la théorie. Il y avait certains problèmes, mais regardons comment Bourbaki l'a fait. Alors, pour parler de groupe, par exemple, Bourbaki, si vous reprenez la publication de 54, parle du langage de la théorie des ensembles, donc on est dans un structuralisme ensembliste, et là, il donne une formule dans le langage de la théorie des ensembles, avec une variable libre, et qu'on va appeler groupe de X, tel que si G est un groupe, si seulement si G est un ensemble, et que G satisfait les axiomes dans le langage. D'accord? Là, on me dit, ben, c'est ça, hein? Spécial. Qu'est-ce que tu viens de nous dire? Mais en fait, Bourbaki fait quelque chose qu'on ne fait pas maintenant quand on enseigne. Mais quand on regarde attentivement ce qu'il fait, c'est très clair. Alors, on peut définir donc la notion de l'espèce. Je vais prendre le langage de Bourbaki, l'espèce de groupe, l'espèce d'espace topologique, l'espèce d'ensemble ordonné, puis j'ai une espèce de structure en général. Et là, l'exemple des R modules, des modules est très important pour Bourbaki, parce que là, on a quelque chose où apparaît un paramètre. D'accord? Et ça complexifie la formalisation, et là, ça devient l'enfer. D'accord? Pour suivre comment il le fait. Puis lire les détails, c'est très fastidieux, mais l'idée de base, elle est extrêmement claire. Donc, ce qu'on doit faire, et ça, c'est pour ça qu'on est obligé d'aller en métamathématiques, on va faire une théorie générale des structures, parce que c'est trop variable, il y a trop de variations. On est capable de prendre une posture métamathématique pour dire quel genre de langage, fixer le langage dans lequel, et quelles propriétés ce langage-là doit avoir, pour dire, ah, ça c'est un langage qui parle de structure abstraite. D'accord? Et il le fait. L'idée de base, et là je vais reconstruire un peu ce qu'il fait, parce que je ne vais pas entrer dans les détails techniques, ça nous prendrait une heure juste pour comprendre comment il le fait. Alors, le langage, dans la théorie de la logique du premier ordre, on définit, ça c'est très important, une signature. Alors, la signature, c'est quoi? C'est l'ensemble des symboles relationnels qui sont donnés. C'est la structure, ou la proto-structure. Parce qu'une structure, c'est quoi? C'est un ensemble de relations. D'accord? Donc, on n'est pas encore dans une notion de structure abstraite, cela dit. Donc, je vais appeler le L protostructure M sur cette signature, c'est donné par un ensemble sous-jacent de M, avec des relations ensemblées, ça prend proprement parlé. D'accord? Donc, ça, c'est le cadre banal qu'on connaît tous, avec lequel on parle. Mais on n'a pas encore la notion d'une structure bourbachique ou d'une structure abstraite. On a juste une notion de structure générale. Là où ça devient vraiment une notion de structure abstraite, c'est quand on fait introduire. On introduit ceci. Alors, tout le monde connaît ici en France la notion de transport de structure, qui est introduite par Bourbaki, et c'est précisément ça l'idée. Et Bourbaki le place à l'origine, comme une condition qu'une théorie doit satisfaire pour qu'elle soit considérée comme théorie de structure abstraite. C'est que les relations que vous allez mettre, elles doivent être transportables. Et là, il définit ce que ça veut dire. Et là, ça devient très technique. Prenez un ensemble de bijections entre les ensembles qui sont donnés, puis vous devez montrer que la relation qui définit les structures, elle est transportable sous ces bijections-là. Et si c'est le cas, vous avez une théorie de structure abstraite. Et à partir de là,
si vous travaillez avec ces actions qui préservent la structure, votre langage va être un langage d'une théorie de structure abstraite. C'est extraordinairement ingénieux, c'est très simple, et là, Bourbaki montre que c'est équivalent de dire la chose suivante, c'est que une classe de structure bombachique, ou de structure abstraite, ensembliste, doit être fermée sous la notion d'isomorphisme, ensembliste dans ce cas-ci. Alors, si M est dans la classe de structure abstraite et que M est isomorphe à N doit être aussi dans la même classe. On est familier avec ça en mathématiques aujourd'hui, on nous a formés comme ça en mathématiques aujourd'hui, mais le point crucial est au niveau métamathématique. Comment Bourbaki l'insère et où est-ce qu'il l'insère? La notion d'isomorphisme est donnée pour toutes les N structures avant que les propriétés soient données. Cette idée de transporter la structure sous les bijections. Les propriétés doivent être transportables et seulement les propriétés transportables vont être considérées et peuvent être considérées. Pas d'autres. Donc là, vous avez quelque chose qui va contraindre la notion de théorie de structure abstraite. Mais ce n'est pas comme ça qu'on travaille aujourd'hui quand on enseigne l'algèbre abstraite ou la topologie. On va procéder différemment. Ce qui fait que dans notre tête, on ne voit pas nécessairement tout de suite la notion d'isomorphisme comme étant un critère d'identité essentiel. On apprend en travaillant que c'est ce qui se passe, qu'une propriété est une propriété de la théorie si elle est invariante sous l'isomorphisme. Et on apprend que c'est ça, et ce sont ça les propriétés de la théorie. Alors, par exemple, quand on introduit la notion d'un groupe, on va dire qu'un groupe est un ensemble avec une opération binaire, un élément spécifique, etc., etc., etc. Et là, ensuite, on va introduire la notion d'homomorphisme de groupe, et on va dire que la notion d'isomorphisme est un cas particulier. Alors, vous voyez qu'on commence par une notion plus générale, puis on va passer à la notion d'isomorphisme. Alors que ce que Bourbaki fait, c'est qu'il place la notion d'isomorphisme dans la théorie, comme étant le critère d'identité. D'accord? Il doit être là dès le départ. OK. Alors, là, Bourbaki a une forme de structuralisme ensembliste, ça c'est clair. Et si vous l'avez dit, Bourbaki était pris avec cette forme de structuralisme ensembliste, et c'est en partie pour ça qu'il a abordé un peu sa position. Mais, et j'espère vous l'avoir convaincu, mais une fois le voir, c'est une chose, mais ensuite de passer à l'étape suivante, c'en est une autre. Il y a un espèce de patron général, il y a une idée fondamentale qui est à l'œuvre chez Bourbaki, qui est celle de dire qu'on va définir ce qui est une théorie de structure abstraite, et qui est différente d'une théorie d'une structure, qui, elle, ça ne serait pas nécessairement préservé sous les isomorphismes. Quand ce ne serait pas son critère d'identité, à ce moment-ci. Là, je vous épargne une citation esthétique italienne. Donc, il y a eu deux problèmes chez Bourbaki. Le premier problème, c'est les catégories. Okay, ça, je vous en ai parlé, je n'en parlerai pas, sinon on va faire. Le deuxième problème, c'est que l'univers sous-jacent des structures abstraites de Bourbaki, ben, c'est ZSC. Puis, ben, ZSC, ce qui fait d'identité, c'est l'action de l'extensionnalité. Ça ne préserve pas les propriétés des ensembles sous projection, donc, c'est pas une théorie de structure abstraite. OK? Alors, c'est un petit peu gênant. Là, la question, c'est est-ce qu'on doit changer pour passer aux catégories? Là, Bourbaki, vers les années 70, c'est de on s'est fourvoyé, il fallait tout faire sur le plan de catégorie, il fallait oublier les NFC, etc. Donc, il faudrait peut-être prendre ça. Là, la question, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça nous conduit même vers une notion de structure abstraite différente? Est-ce que c'est possible de développer une théorie des structures abstraites qui sera plus générale? Donc, petite parenthèse sur les aspects normatifs, puisque c'est le titre de ma conférence. Donc, je vais tout de suite faire remarquer que l'introduction des isomorphismes dans les théories, dès le départ, devient normatif. C'est régulatif. C'est ce qui détermine ce qu'est une théorie de structure abstraite. C'est le critère d'identité qui est, dès le départ, prescrit. D'accord? Ensuite, on a donc ce que Hellman appelle les objets structuraux. Les seules propriétés que ces objets ont sont les relations, et les relations aux autres objets de la même espèce sont ceux qui sont spécifiés par les actions et leurs conséquences logiques. Rien d'autre. On en a, il n'y a pas de problème. À moins que là, on se lance vers des ensembles sous-jacents. Puis on commence à faire la confusion entre les ensembles sous-jacents et les structures abstraites.
D'accord? Mais évidemment, il n'y a aucun mathématicien qui fait cette erreur. Mais c'est comme le langage des ensembles sous-jacents et ZFC, alors on peut tomber là-dessus. Et ça détermine ou ça régimente ce qui peut être dit, ce qui peut être connu de ces objets. Ça, c'est banal d'une certaine manière du point de vue mathématique, mais c'est donc ce qu'on doit avoir. Et ça reflète la pratique mathématique, oui, mathématique pure. OK. Notez aussi, ça c'est une simple remarque, que le structuralisme de la théorie des modèles tombe très naturellement sous le structuralisme de Montaki. D'accord? Et la raison très simple, c'est que quand vous regardez la théorie des modèles à la Tarski, vous avez une notion ou un fait qui est très simple à constater, que les structures isomorphes en logique du premier ordre ne peuvent pas se distinguer par leur propriété de théorie des modèles. D'accord? Donc, c'est les classes élémentaires. Donc, la formulation standard de Tarski d'une structure et de ses modèles qui nous donne la notion de classe élémentaire. Puis, en gros, là, je résume très, très rapidement, je ne vous explique pas, je vous rappelle, tout ça, on a donc, dans ce cas-ci, le fait que les classes élémentaires toutes les propriétés des modèles vont être préservées sous l'isomorphisme. Donc, la notion de théorie des modèles de classe élémentaire va satisfaire automatiquement la notion de théorie de structure abstraite que l'on voit qui est. Donc, on inclut, on ne va pas distinguer le structuralisme de théorie des modèles du structuralisme ensembliste de ce point de vue. Alors, donc, grossièrement, si on a L, un langage du premier ordre avec un type de similarité ou de signature, si vous préférez, donc il y a une liste finie, encore une fois, de symboles relationnels, puis on a, dans ce cas-là, ce que je viens de vous dire. OK, je vais mettre de côté le structuralisme modal de Hellman. D'accord? Pour la simple et bonne raison, mais ça vaut ce que ça vaut, puis on pourrait en débattre, là, parce que c'est la forme de reconstruction du structuralisme mathématique qui est la plus éloignée de la pratique mathématique, de mon point de vue. D'accord? Donc, on pourra y revenir à savoir si on doit en parler ou pas. Alors, il nous reste le structuralisme catégorique, d'accord? De la théorie des catégories. Alors, je vous l'ai dit, là, on doit abandonner la notion d'isomorphisme ensembliste, et on doit avoir comme critère d'identité la notion d'équivalence. C'est celle-là qui doit être dans la théorie. Alors là, c'est là que la logique doit changer. C'est là qu'on doit avoir un nouveau cadre méta. On doit avoir un cadre dans lequel toutes et seulement les propriétés préservées par les équivalences de catégorie peuvent être exprimées dans le langage. Son langage est assez pauvre sur ce temps-ci. D'accord? D'une certaine manière. C'est pas Freud, c'est Freud. Alors, Peter Freud, le premier, dans les années 70, a commencé à indiquer quelles seraient les propriétés de ce langage. Ici, en France, c'est Georges Blanc, je pense, son nom. Georges, comment? Blanc. Jan Treller, qui, dans les années 70, ont repris les travaux de Treller, les ont développés pour élaborer sur le contexte métamathématique qui correspond et saisit cette idée-là. Et finalement, Michael Mackay, dans les années 90, a présenté un cadre très général qui, non seulement, lui, alors, il y allait pour la totale. C'est pas seulement pour les équivalences de catégories. L'objectif de Michael, c'était d'avoir un langage qui puisse traiter toutes les catégories de dimension supérieure jusqu'à haut niveau. Est-ce que ça marche? Ça reste à être démontré. C'est encore un projet, mais le langage existe sur les dimensions jusqu'à 3, ça fonctionne très, très, très bien. Ça fonctionne aussi très bien pour les types de motopie. Et le bonus, c'est que dans le contexte, dans le cadre de Michael, on peut avoir une théorie des structures abstraites qui comprend une théorie des ensembles. C'est-à-dire que c'est une théorie des ensembles dans laquelle les ensembles sont des structures abstraites, des génériques. C'était à quelle époque, Mackay? Alors, il a commencé à travailler là-dessus dans les années 1990. La première publication est de 1998. Et depuis, Michael ne publie à peu près. Mais vous pouvez trouver plusieurs de ses textes manuscrits sur Michael Mackay à McGill. Et je vous recommande très fortement, si ça vous intéresse, de commencer par le texte sur les ensembles abstraits. Parce que c'est le plus simple. C'est pas. Alors, la description du langage dans toute sa généralité, c'est pas simple à assimiler. Et quand on commence avec les ensembles, on a déjà une bonne idée de ce qui se passe. Et là, le critère d'identité pour les ensembles, c'est quoi? C'est l'éjection.
deux ensembles sont identiques s'ils sont en bijection. Et les propriétés ensemblées, c'est essentiel, parce que c'est la carte identique. Et ça donne quoi? Et là, l'idée, c'est que les ensembles entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Une catégorie. Puis il n'y a pas d'ensemble sous-jacent. C'est quelque chose de nouveau. Et la catégorie a des propriétés qu'on peut exprimer, et là, ça devient un topos. D'accord? Donc, c'est la façon dont on peut facilement le faire, mais on part avec un langage très spécifique où il n'y a pas d'égalité entre les ensembles. Il n'y a pas d'action d'extensionnalité, c'est pas comme ça qu'on le conçoit, parce que l'action d'extensionnalité fait en sorte qu'on ne parle pas d'entité structurale abstraite au sens où on l'entend ici. Tout simplement. Okay? Donc, Michael a introduit ce qu'il appelle la logique du premier ordre avec des sortes dépendantes. C'est repris de Martin Löf, ça a été développé par différents mathématiciens, et lui, il l'ajuste. Vraiment, il le travaille pour que ça fonctionne pour la théorie des catégories. Les sortes dépendantes, c'est parce qu'on a les morphismes, qui sont des entités dépendantes sur le domaine et le codomaine, et ça fait partie de la signature. Donc, on traite maintenant le langage catégorique de manière purement syntaxique. Il y a un certain type de catégories définies, en toute généralité par Mackay, qui nous donne la notion d'une signature dans le langage, et c'est purement syntaxique. D'accord? Donc, on fait la logique du premier ordre d'une certaine manière, c'est une nouvelle logique, qui a une théorie des modèles. C'est essentiellement la même que la théorie des modèles de la logique du premier ordre, qui satisfait les théorèmes standards, de Verhaen-Scunnen, de compacité. Et un des résultats que Michael voulait absolument démontrer, c'est le théorème de Wickström, qu'il a étendu à la logique du premier ordre et les sortes dépendantes. Donc, il y a un texte là-dessus qui est fait. Alors, trois éléments importants qui font en sorte que Folds est différent des autres logiques. C'est la notion de signature, je vous l'ai dit, on est dans une syntaxe qui est graphique, mais on peut faire correspondre ça à des énoncés qui sont extrêmement longs, soit dit en passant, quand vous voulez les écrire, c'est un truc où c'est très singulier, parce que dans le langage, il n'y a que des relations. La raison étant que l'identité doit survenir dans le langage, elle n'est pas présupposée, donc c'est une des relations qui doit apparaître dans la signature. Donc, c'est le deuxième point, c'est que la notion d'isomorphisme est une notion, et ça c'est extrêmement important, elle est dérivée de la notion de signature par une mécanique mathématique dans le langage. Donc, vous ne partez pas d'une notion d'isomorphisme donné, vous donnez une signature d'un certain type, et vous dérivez la notion d'isomorphisme pour la signature. Et là, il y a beaucoup de travail qui est fait par Michael, qui est très lourd, c'est de vérifier que cette notion dérivée correspond exactement à la notion qu'on veut. Par exemple, si on donne une signature pour une notion de catégorie dans le langage, on dérive une notion d'identité, un critère d'identité, on s'assure que ça correspond à la notion d'équivalence de catégorie telle qu'on la connaît. Donc, on doit interpréter tout le langage d'une certaine manière et démontrer qu'effectivement, la notion d'égalité qu'on a dans le langage, c'est effectivement la notion d'équivalence de catégorie. Il y a un théorème qui est fait à ce moment-là dans la métathéorie. Et donc, on peut montrer que, ensuite, étant donné la notion de critère d'identité que l'on a, on satisfait le critère de Chevalier, que c'est invariant sous la notion d'isomorphisme qu'on a donné. Et ça, c'est fait en toute généralité par Michael. Alors, c'est possible de le faire pour les catégories. Les bicatégories, ça, c'est fait. Ensuite, les n-catégories, il y a tout un enjeu technique très, très complexe. C'est pas fait de façon générale. Et comme je vous l'ai dit, il est possible donc d'avoir une théorie des ensembles qui présente les ensembles comme des structures abstraites. Et dans ce cas-là, le critère d'identité, c'est la notion de bijection. Alors, je vais proposer une définition. Alors, on va dire qu'une théorie est une théorie d'entité structurelle abstraite, si seulement si elle peut être axiomatisée dans le. Si ce n'est pas celle-là, vous comprenez l'idée. Qui est l'idée du Chevalier. Est-ce que c'est possible de le faire ou pas? Là, c'est un enjeu technique, c'est un problème technique, métamathématique, proprement parlé. Et là, on a un candidat réel qui. Alors, j'entends aussi, je dois le souligner, logique du premier ordre infinitaire, potentiellement. D'accord? On va changer. Je peux aller là, les théorèmes vont être encore validés. Je sais que Mackay est un spécialiste de logique infinitaire, donc ça coule de source. Et notez, j'ai déjà dit, ici on peut le montrer très clairement maintenant, que ZFC n'est pas une théorie
de structure abstraite en ce sens-là. Vous essayez d'écrire, juste d'écrire l'action de l'extensionnalité dans faute, ça ne marche pas. La grammaire ne vous le permet pas. Vous ne pouvez pas l'écrire dans la logique. OK. Donc, j'achève. Alors, on a un cadre fondationnel, métamathématique, qui unifie le structuralisme et le transcendisme, le structuralisme modèle théorique, le structuralisme catégorie théorique, le structuralisme homotopie théorique, et même les catégories de dimension supérieure. Et on a une autre logique. Et c'est la logique des structuralistes. Et ça, c'est la façon, c'est ce que je voulais dire quand je vous ai dit qu'on répondait à l'exigence. Alors, dans un certain sens, et ça c'est une surprise peut-être, dans un certain sens, dans le langage qu'on a, les structures abstraites sont tous dans un certain sens ensemblistes quelque part. Okay? Parce que dans les signatures, on a des ensembles, on travaille avec les ensembles. Et ça, c'est dans la syntaxe. Il n'y a pas d'enjeu fondationnel, ce sont des ensembles finis. D'accord? Mais on peut aller jusqu'à l'infini. Mais c'est dans l'infini dénombrable. Il n'y a pas de problème. Donc, dans un certain sens, on a ça. OK. Revenons à la philosophie. Alors là, je pense qu'on a un cadre qui nous permet de discuter de ce qu'est une théorie mathématique de structure abstraite. Et revenons aux enjeux. Alors, voici les questions que Hellman, les 5 questions que je vous ai promis au départ, que Hellman présente comme étant les questions que toute forme de structuralisme doit répondre. Première question. Quelles sont les notions primitives qui sont supposées, et en particulier, quelle structure logique qui est à l'arrière-plan? Réponse, la logique du premier ordre. D'accord? Mais ce n'est pas n'importe quelle logique du premier ordre. C'est dans la logique du premier ordre. Est-ce que les axiomes, quels sont les axiomes qui affirment quelque chose? Donc, les axiomes qui sont vrais ou faux. Si vous regardez la théorie des ensembles en tant que structure abstraite, vous allez avoir un axiome qui stipule l'existence d'un objet de nombre naturel, d'un point de vue catégorique. Ben, ça va affirmer l'existence de certaines structures. Vous ne savez pas. Et ça, c'est pour Hellman, l'enjeu est important parce que c'est le structuralisme ensembliste nous donne des ensembles essentiellement, alors que le structuralisme catégorique, selon lui, c'est des axiomes algébriques qui ne stipulent pas l'existence de rien. Ça peut être satisfait par plein de choses, etc. Donc, il n'y a rien qui est vrai ou faux. Les axiomes sont différents. Ben, la réponse ici, c'est non. Il y a des axiomes qui affirment l'existence de certaines entités, comme dans ZFC, sauf que ce ne sont pas les mêmes types d'entités. Elles sont intrinsèquement abstraites. Voilà une question. Est-ce qu'on élimine les structures en tant qu'objet? Oui, j'ai terminé. Sinon, qu'est-ce qu'une structure et qu'est-ce qu'une structure mathématique? Alors, réponse, il n'y a pas d'élimination des structures en tant qu'objet. Pourquoi? Parce qu'on a un critère d'identité pour chacune de ces structures abstraites. C'est ça l'essentiel. C'est qu'à un niveau théorique, vous avez un critère d'identité, vous pouvez les distinguer. Sur lesquels sont les mêmes, lesquels sont différents. Donc, vous les traitez comme des objets, parce que vous avez un critère d'identité pour les traiter comme des objets. Ça, c'est donné par les théories. Et elles sont essentiellement abstraites. Quelles sont les hypothèses qui gouvernent l'existence des structures abstraites, ou des structures? Ben, les mêmes que celles qui touchent les ensembles. Essentiellement. Pas de différence fondamentale de ce point de vue-là. Et finalement, la dernière, comment est-ce que la référence des structures aux structures doit être comprise et quel genre de compte-rendu doit-on faire pour de l'accès épistémique que l'on a à ces structures. Bon, là, je vais vous avouer que c'est l'objet d'une toute autre conférence. Mais on va ailleurs. Il n'y a rien dans le fond qui travaille là-dessus. Puis c'est normal, d'accord, si vous regardez la logique du premier ordre en général pour ZFC, vous n'avez rien là-dessus non plus. C'est là que la philosophie va commencer à travailler plus sérieusement. Et elles sont, à mon sens, des questions difficiles. Mais là, à mon avis, c'est le caractère strictement abstrait de ces entités-là qui vient en ligne de compte, et non pas abstrait au sens métaphysique du terme, mais abstrait au sens épistémique du terme. Ce sont des entités qui sont abstraites d'un corps de mathématiques. D'où l'intérêt de la méthode axiomatique, d'ailleurs. C'est ce que Bourbaki dit lui-même. Si vous avez juste les actions de ZFC, que vous faites juste démontrer des théorèmes, lequel est important, lequel est intéressant? Mais
vous avez la méthode axiomatique, vous allez chercher les structures abstraites qui se retrouvent dans toutes les mathématiques. Et là, vous allez travailler dessus. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui doit être dit et exploré. Sur ce, merci, je vous laisse sur la méditation. Merci. Et questions? Moi, j'aurais une question, ça a été rapidement évoqué. Double par rapport à Chevalet, la métamathématique, donc et la notion d'isomorphisme. Oui. Il me semble que si on considère, donc j'aime beaucoup Chevalet, mais j'aime beaucoup aussi Samuel, et il me semble que si on considère ce qu'a fait Samuel avec l'article sur les applications universelles de 1948, ce dont il procède, c'est-à-dire sa thèse en topologie, le rapport sur les applications universelles qu'il va écrire ensuite et qui figure dans les archives Bourbaki, il me semble que ça pose trois questions par rapport à ton exposé. La première, c'est quand tu insistes sur le fait que ces réflexions-là relèvent de la métamathématique. Ma question, c'est en quoi est-ce que c'est de la métamathématique et pas de la mathématique, puisque les espèces de structures, Samuel en fait quelque chose pour faire des mathématiques. Donc, première question. Deuxième question, en règle générale, je trouve qu'on attribue, on considère avec, d'aucuns considèrent avec, je devrais le dire en anglais peut-être, avec un peu de mauvaise foi, que Bourbaki a bêtement raté les catégories, mais quand on regarde cette notion de problème universel, elle est présente chez des gens comme Samuel, chez des gens comme Chevalet évidemment, et évidemment, là-dedans, il y a la notion d'isomorphisme qui joue un rôle clé. Donc du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer, est-ce que tu attribuerais uniquement à Chevalet et uniquement à ce qui vient après ce point de vue sur les isomorphismes avec toutes les conséquences que ça a pour toi, ou est-ce que tu pourrais pas, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est aussi présent ici et que ça joue du coup, c'est une autre, on va dire, une autre source possible, voilà. Et donc antérieure un petit peu, ou en tout cas simultanée. Ok. Merci pour ta question, mais il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. La première chose que je veux dire, c'est sur la distinction entre métamathématiques et mathématiques. Là, il y a plusieurs remarques que je pourrais faire, je vais en faire. La première remarque, c'est le même problème se pose pour la théorie des ensembles. À quel moment est-ce que, quand on fait la théorie des ensembles, on fait de la métamathématique ou de la mathématique? Tous les mathématiciens utilisent la théorie des ensembles, mais il y a certains logiciels qui utilisent la théorie des ensembles, le point de vue métamatique. La théorie bascule. Même chose pour la théorie des catégories. On l'a vu hier, dans le texte original de Heisenberg et MacLean, il présente la théorie des catégories comme étant une théorie métamathématique. Pendant longtemps, Bourbaki est convaincu que c'est une théorie métamathématique. C'est Grothendieck qui dit « Ah non, moi je veux quantifier sur les foncteurs, puis c'est mathématique, puis je vais m'en servir de manière mathématique. » Je vais basculer ça. Puis il y a une lettre dans laquelle il dit, parce que c'est un rapport comment ça s'appelle, c'est un logicien français qui fait un rapport à Bourbaki sur cette question-là, et lui il dit « Non, c'est une métamathématique de là. » Et là, Grothendieck écrit une lettre à Bourbaki, puis non, je suis en total désaccord. Pour moi, c'est mathématique. Donc, ce jeu-là, il est quand même toujours présent dans ces deux théories. Premièrement. Deuxièmement, je vais en avoir trois en fait. La deuxième, c'est pourquoi est-ce que j'attribue métamathématique à Chevalet, on va en parler, pourquoi cette posture? Parce que si vous lisez le livre de Bourbaki sur les espèces de structures, c'est écrit très clairement. Une espèce de structure est un texte. Je cite, c'est un texte, pas un ensemble, c'est un texte. Dans le fait, pas dans le fascicule. Pas dans le fascicule, non, dans le livre. On est bien d'accord, Oui, dans le livre. oui. C'est un texte. Donc, on fait référence au langage. Là, on ne parle pas des objets mathématiques, on parle du langage dans lequel on travaille. Puis c'est donné toujours par, prenez un langage qui est une extension de la théorie de Zariski. Prenez un langage qui est une extension d'une théorie des ensembles. On est dans le langage. Et là, il reprend des techniques de Gödel, telles quelles. Donc, il se place explicitement, et il nous place explicitement en métamathématiques, au départ.
Après le texte, là, ils ont de la misère. Ils veulent introduire les limites finies, puis là, ça devient, là, ils parlent d'objets tout d'un coup, puis on bascule. C'est pour ça que je dis que c'est schizophrénique. C'est Massimo Doré qui a créé la. Une fascicule. Non, pas La version les finale, livres. laquelle? La première édition. Il a une Officielle, lettre. oui, mais tout le monde l'écrit. Oui, mais qui l'a écrit, qui prend la posture, la version qui est adoptée par Bourbaki, c'est Chevalet, c'est ça le Chevalet. Mais, ça, c'est peut-être. Troisième, l'isomorphisme. La notion d'isomorphisme, c'est pas Bourbaki qui l'a inventé dans des cas particuliers, mais elle existait pour les groupes, pour les anneaux, pour les espaces topologiques, etc. L'idée d'en faire une analyse totalement générale, et de la mettre au centre des théories dans une approche comme ils la font, ça, c'est pas Samuel, c'est pas MacLean, c'est pas Heidegger, c'est bon. Là c'est pas la notion d'isomorphisme elle-même, c'est l'idée d'une notion générale d'isomorphisme, comme critère d'identité pour des structures abstraites, dans les théories, dans le contexte. Ça, je pense que c'est cher. Mais il y a ce jeu, puis bon, là, tu connais certainement la remarque de MacLean sur les travaux sur les flèches universelles. Ils ont presque réussi. Il fallait le langage catégorique pour qu'on Oui, ça, je faisais référence. Mais alors là, est-ce qu'on est en métamathématiques ou en mathématiques? Là, je reviens à ma première remarque. Ça dépend comment tu vas le présenter. Tu peux basculer dans un contexte. Merci. Frédéric. Merci pour l'exposé, c'était vraiment passionnant. Une question. Ça, c'est peigne. Là, j'ai peur. Je veux dire, je vais parler de la structure de groupe. Ouais. Si j'ai bien compris ton exposé, il y a deux façons de faire qui sont compatibles avec cette approche. Il y a l'approche classique, un ensemble de informations, et je peux dire aussi la structure de groupe, c'est l'ensemble des catégories qui sont équivalentes à la catégorie des groupes classiques. C'est quoi le montant? Alors, ça, c'est un point de vue intéressant. À mon sens, il n'y en a pas de bon point. Ça, j'aurais dû le dire aussi, là, on a de la flexibilité. Je pourrais très bien refaire tout ce que j'ai fait, puis ça ne répond pas à ta question de théorie, mais je vais quand même faire cette remarque-là, pour une parenthèse. J'aurais très bien pu vous dire, on va faire la notion de structure abstraite dans une logique constructive. Plutôt que de prendre la logique classique, prenons la logique constructive. Ça marche. Pas de problème. Puis, de mon point de vue, il y a pas. Quand on fait ça. Alors, toi, tu soulèves une question. Est-ce qu'il y a une bonne façon, par exemple, de parler? Moi, je te dirais, moi, je veux faire très attention, parce que tu sais aussi bien que moi, on peut aussi définir les groupes dans une catégorie. Ça va donner autre chose, mais les actions vont être les mêmes. Alors, toi, si tu veux travailler sur la catégorie des groupes, la catégorie des groupes qui te sert de point de référence, tu devras faire référence aux actions ou aux caractéristiques. Là, tu peux trouver comme tu veux, il y a différentes affirmations. Mais tu vas être obligé de faire une chose. Et laquelle va être la meilleure? À mon sens, ça va dépendre de tes objectifs, de ce que tu veux faire, comment tu veux travailler, qu'est-ce que tu veux montrer. Mais la notion, alors là, peut-être un piège, là, tu vas Non, mais la question, pour reformuler la question simplement, si tu dois définir la structure de groupe, tu ne la définis pas certaines façons. non, tu la définis comme on l'a défini en termes. En normal, tu devras référer aux actions. Est-ce que tu veux le faire par le biais du langage diagrammatique? Ça se fait. On peut faire dans une catégorie de flèches, en esquisse hydro. Si tu veux le faire comme ça, moi je dirais comme ça. Si tu veux le faire dans le langage premier ordre de faute, tu peux le faire aussi. Puis il va ressembler beaucoup à une traduction de ce qu'on fait en temps normal quand on donne les actions. Est-ce que ça répond? Tu n'auras pas le choix de le faire comme ça. Je ne suis pas sûr que je réponds complètement. Et du coup, tu réponds. Dans la mesure, j'ai l'impression que la méta-mathématique, elle tranche là, alors que la mathématique, souvent, elle ne tranche pas. Elle dit si tu veux faire ça, tu fais ça, et si tu veux faire autrement, tu fais ça. Donc, en un certain sens, c'est un discours mathématicien Que j'adopte. que tu adoptes ici dans ta réponse. Moi, je comprends. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je voudrais
Merci pour l'exposé. Je voudrais juste dire une chose que je trouve un tout petit peu dangereuse, et ça rejoint un peu l'exposé précédent sur l'objet et la chose. Parce que, et je veux appliquer cette différence au concept d'isomorphisme. Moi, je pense que là, c'est plutôt la chose, isomorphisme, qu'on expose, mais pas forcément l'objet. Parce que moi, je trouverais ça très dangereux d'utiliser le mot isomorphisme dans un sens aussi global. Parce que, par exemple, entre deux catégories, il y a tout à fait la notion d'isomorphisme. Oui, puis elle reste importante. Mais si maintenant on prend le terme isomorphisme pour désigner ce que c'est qu'une équivalence de catégorie, on est dans la tour de Babel. On ne comprend plus de quoi on parle. Et ça rejoint un tout petit peu aussi le point de vue de Frédéric, c'est-à-dire, je pense que ça sous-entend un tout petit peu qu'il y a la bonne notion d'équivalence. Et souvent, même dans un même contexte, il y a plusieurs notions d'équivalence. Oui, et d'en distinguer une qui soit celle qui sous-tend la structure, à mon avis, ça détruit le jeu. Voilà. Oui, ok. Alors là, je pense que je peux répondre. Je pense que c'est la solution là. Là, ce qu'on fait, c'est une analyse métamathématique des types d'identité. Quand on est au niveau des critères d'identité. J'utilise le mot isomorphisme dans un sens général, mais moi, ce qui compte, c'est qu'il y a une notion de critères d'identité. Et je veux faire une analyse du critère d'identité approprié pour faire une théorie des structures abstraites. Ça, c'est métamathématique. Dans la mathématique, c'est clair que la notion d'isomorphisme de catégorie, parfois, elle est essentielle. On va travailler à isomorphisme près de catégories. Ça arrive. Puis on ne veut pas l'équivalence, on veut un véritable isomorphisme entre deux catégories. Ce n'est pas incompatible avec ce que je suis en train de présenter. Ce que je suis en train de présenter, ce n'est pas une analyse, ce n'est pas des maths qu'on fait. De la même manière que quand on fait de la métamathématique, on se sert de mathématiques en métamathématiques, d'où cette confusion aussi qui apparaît constamment dans la posture. Mais c'est une analyse métamathématique de ce qui se passe en mathématiques. Puis une analyse de notions fondamentales qui essaie de dire comment est-ce que les mathématiciens, qu'est-ce que ça veut dire que les mathématiciens travaillent avec des structures abstraites. Alors c'est quoi une théorie mathématique qui parle de structures abstraites? Qu'est-ce qui la caractérise? C'est ça que l'analyse tente de représenter. Donc là, pour revenir au groupe, ça dépend de la signature que tu vas te donner du point de vue métamathématique pour répondre à la question. Au niveau de l'interprétation, alors là, le jeu est tout à fait variable. Moi, je peux prendre... Folds est une généralisation de la logique du premier ordre. Donc, je peux travailler en logique du premier ordre puis avoir des ensembles dans mon interprétation pour la sémantique. Si je passe à un autre niveau dans l'analyse que je fais, que je veux travailler avec des catégories, bien là, dans ma sémantique, j'aurai plus les ensembles, je vais avoir un univers de catégories. Ça, je l'ajuste en fonction de l'analyse que je veux faire. C'est proprement métamathématique. Si je veux faire des mathématiques, avec ça, là, je change. Si je veux le clarifier, c'est là que je vais me servir de ces outils-là. Ce jeu-là, si vous lisez L'Envire, il est en métamathématiques plus souvent qu'autrement. Donc, on a encore une vingtaine de minutes et 1, 2, 3, 4 questions, donc ça fait à moyen 5 minutes. Oui, moi j'avais une question, s'il te plaît, sur cette distinction mathématique, métamathématique. Ça me fait penser, peut-être aussi lié à l'exposé de ce matin, il y a deux discussions qu'on a pu avoir sur l'interface en fait maths et philosophie. Et j'ai cru comprendre qu'au cours du XXe siècle, mais je ne sais pas si c'est une bonne formulation, que dans la philosophie des maths ou dans l'épistémologie, il y avait une forte attraction de la pratique mathématique sur les méthodes en philosophie, avec un formalisme, etc., qui intervenait. Et je me demande, est-ce qu'on ne peut pas comparer là ce que tu nous racontes aussi avec, comme s'il y avait une forme d'efficacité de la modélisation mathématique en général, qui fait que la pratique mathématique polarisait la pratique, certaines pratiques métamathématiques, que ce soit en logique, que ce soit en philosophie plus généralement. Donc est-ce qu'à chaque fois on a un peu selon toi, est-ce qu'on peut avoir une vision comme ça de la pratique mathématique qui en fait est assez attractive, même pour les gens qui sont censés être dans d'autres institutions, mais qui sont chargés de l'analyser, genre
voilà, et d'où viendrait cette sorte d'efficacité de la modélisation, du type mathématique de modélisation, quoi. Je suis pas sûr de comprendre la question. Tu m'as en formule. Oui, je peux reprendre le démon d'explication, c'est enfin, comment ça se fait qu'au cours du XXe siècle, on a considéré quand on parlait de maths qu'il fallait avoir l'air de faire des maths, quoi. En philosophie, par exemple. C'est-à-dire, à proprement, là, on tourne à Hilbert, cette idée qu'on peut se servir des mathématiques pour répondre à la question philosophique. C'est ça. Mais a priori, là, tu proposes justement de dépasser ça, mais tu expliquais que à un moment, il y a une confusion entre des théories, genre les catégories ont été vues comme étant mathématiques banales. Donc, j'y voyais un peu un même phénomène, mais est-ce qu'on peut le voir comme ça ou pas? Et voilà, c'est un peu ça la question. Je ne suis pas sûr de bien comprendre encore, mais c'est sûr qu'il y a une réflexivité là, qui est à l'œuvre dans la théorie des ensembles, dans la théorie des catégories, qui rejoint cette dualité entre métamathématiques et mathématiques. On est à cheval toujours, où on bascule de l'un à l'autre, souvent sans s'en rendre compte. Sauf quand on dit, ben voici un langage. Alors, manifestement, ça, en général, les mathématiciens, quand ils entendent ça, ils disent, non, ça, c'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est pas ça l'objet de mon étude. Là, on est en métamathématiques, très clairement. C'est pour ça que j'ai chevalé, c'est clair à ce moment-là. Oui. Mais là, cette idée de. Et là c'est clair que moi, et Mackay s'inspire très clairement de cette lignée de Hilbert et Bernays et compagnie. C'est-à-dire l'idée que faire de la logique mathématique, faire de la métamathématique, ça a une fonction de clarification conceptuelle et qui a une fonction philosophique. C'est pour clarifier des enjeux de fondement. Là, l'enjeu, c'est qu'est-ce que les mathématiques contemporaines, qui sont des mathématiques de structure abstraite, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue métamathématique? Est-ce qu'on peut caractériser ça de manière précise? Je ne réponds pas, je pense, à ta question, parce que l'idée de la polarisation, je ne suis pas sûr d'avoir. Oui, mais on pourra en reparler plus tard, sinon je ne veux pas prendre trop de temps. Mais merci. Hi, thanks. Thanks a lot. Just a minor curiosity. There's a discussion between Shapiro and Michael Resnick on how to characterize identity among structures. And as much as they would like to choose isomorphism, which I think would be correct, they claim they cannot. And they do something different. Resnick takes a notion of equivalence, whereas Shapiro takes the notion of identity to be primitive, and they use isomorphism just as a congruence relation between them. And the idea is that there are structures that we want to count as identical, but they are not isomorphic. And their example is the naturals with addition and multiplication on the one side, and the natural with additional multiplication and less than on the other side. We want to say that they are the same structure, but strictly speaking, they are not isomorphic because the primitive relations are different. Would this framework solve this problem that they have? Solve these problems. There would be a way to talk about these problems in different contexts. So the whole thing is you have to start with a context in which you want to. So they talk about these things like free-floating things. Here, it's just not possible. You have to fix the structure in which you talk about, or the language in which you talk about. Okay. Then within this framework, then the criterion of identity you work with will settle these questions in a certain way. Right. But you cannot say for any, they don't know where these things live. And where I differ from Shapiro very, very strongly is on the idea that identity is primitive. Right. And the main claim here is that if you're talking about abstract structure, then identity cannot be primitive. So please, just a second. In this framework, given the language in which you're working, the specific language which you select, it's not possible to have identical but not isomorphic structures. No. Okay, thank you. Oui, j'ai beaucoup aimé dans votre exposé l'idée de va-et-vient entre la mathématique et la métamathématique. Et en fait, si on observe comment on travaille au jour le jour, c'est bien ça qui se passe. Donc en fait, c'est une bonne description de la réalité du travail. Voilà. Et, donc ça, j'ai bien aimé. En fait, est-ce qu'on
extraire de tout ça une logique philosophique, non pas une logique mathématique comme d'habitude, mais une logique philosophique qui pourrait prendre en compte donc, cette espèce de va-et-vient, prendre en compte la réalité sur le terrain. C'est plus une question que ça. Je vais laisser Frédéric répondre. Écoutez, honnêtement, ça m'intrigue. Je ne sais pas quoi vous répondre. Il faudrait qu'on réfléchisse et que vous disiez un peu plus. Qu'est-ce que vous avez en tête? Alors, ce que j'avais en tête, c'est le fait qu'on se sent toujours un peu insatisfait par rapport à la logique qu'on utilise, que ce soit en mathématiques ou même en philo, en épistémologie, ainsi de suite. Donc, cette insatisfaction, est-ce qu'elle peut aboutir à une nouvelle logique philosophique, proprement philosophique, qui nous permette en tant que philosophe, que ce soit des mathématiques ou autres, de discuter de façon beaucoup plus conviviale que de les disputes habituelles. Je le souhaiterais et je pense que c'est un objectif qui serait tout à fait légitime, mais comment le faire, je n'ai pas de réponse. Oui, c'est ça, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même déjà long dans ce que vous avez présenté, et qui pourrait aller dans cette direction. Enfin, il me semble. Okay. Il me semble, mais ça serait quelque chose à développer, oui. Peut-être avec votre ami. Ah non, lui, ça parle de lui. Avec Michael facilité. Alors, si c'est moi qui j'aurais une petite question là. Alors, dans les fascicules de résultats, fascicule paru à 1959, et la notion de structure, comme on essaie, est définie et c'est de donner l'auteur avec, disons, la notion d'échelle. Oui, j'en ai pas parlé des échelles de structure, mais j'adore ça. Et la notion primaire n'est pas la notion d'isomorphisme, mais la notion des transports de structure. Oui, peut-être. Donc la notion d'isomorphisme est une notion secondaire, c'est les transports. Alors, on a, disons, des exemples. Et il y a aussi les structures avec des ensembles auxiliaires. Et le fait est qu'il y a une erreur. Parce que dans les cas de structures avec des ensembles auxiliaires, si on ne pose pas des conditions ultérieures, on ne peut pas dire que les structures sont transportables. Donc, ça c'est. Donc il y a une difficulté technique aussi. Ce n'est pas seulement, disons, une difficulté mathématique interne. Cette difficulté est, bon, à la fin, il y a la version définitive dans le chapitre structure. Hein, j'ai dit les chapitres, qui est rédigé entre avril 1953 et le mois de mars de l'année suivante. Je ne vois pas les données, parce qu'il y a une lettre, contrairement à la tribu, on a conservé ces deux données écrites. La distinction entre caractérisation typique et axiome d'une espèce de structure italique, parce que c'est ainsi qu'on procède dans la pratique. Le rédacteur, c'est toujours de données, n'a pas compris pour quelle raison bizarre la structure d'ensemble devait être repoussée au paragraphe 2, où elle n'a évidemment que faire. Et il a laissé les choses en l'état. Les rédacteurs se déclarent incapables de rédiger quelque chose d'essentiel, de nom oiseux sur les identifications anciennes. C'est bien les styles de et accepter toute rédaction. Donc, dans la rédaction, le fascicule, la rédaction, ce
c'est la version définitive aux archives, disons, Bourbaki, c'est presque identique au texte imprimé, au fascicule imprimé, 1957. C'est drôle parce que c'est la même année, au moins, je crois, si, c'est la même année, oui. Et donc, c'est une année après les Toku peuple des Grandaniques, c'est complètement, disons, anachronique. C'est la même. Et donc, la notion d'échelle d'ensemble est modifiée par le rédacteur, je crois, dans une chose qu'on appelle le schéma des constructions d'échelons. Alors, ça devient compliqué. Et ça devient compliqué et ça marche. Et on définit, encore une fois, la notion primaire et la notion des transports des structures qui est introduite d'une manière, disons, rigoureuse et correcte. Mais et ensuite, il y a la notion des relations transportables. Il y a des théorèmes assez longs, je garde ces mots, et donc il y a la remarque à ce point-là qu'il y a des relations qui ne sont pas transportables, donc là, l'erreur qu'il y a dans la fiscalité des résultats, et ça c'est, donc voilà, il y a un appendice de 18 pages qui spécifie les critères de transportabilité des structures. 18 pages. Ça, dans l'édition originale, la première, imprimée. Et ces pages sont supprimées. Et on reconnaît aisément dans les cas usuels si une relation est transportable. Parenthèse, pour une certaine typification. Les 18 pages de Bourbaki, des données, sont supprimées et on trouve seulement cette petite phrase. Et ça, je crois, pour le fait qu'on reconnaît que la notion originaire dans le fascicule des résultats, bon, ça ne marche pas. Puisque dans les cas où il y a des structures définies à l'aide d'ensembles auxiliaires, il y a des critères de transportabilité, il faut les spécifier, et sinon la théorie ne marche pas. Mais comme la notion de transport des structures à la notion primaire, ça veut dire que la notion d'isomorphisme qui est subordonnée à la notion des transports des structures est une notion qui est donnée de manière fautive. Ça, c'est la vérité des choses, pour moi. Donc ça, c'est la... Et la question, c'est quoi? La question, c'est que... non, puisque tu as dit que dans le fascicule des résultats, la notion des structures était introduite d'une manière mathématique. Oui, mathématique, dans les fascicules, si, mathématique, mais avec une erreur. Il y a une erreur. Donc c'est mathématique, il y a aussi les erreurs, je crois, qui sont des mathématiques, c'est vrai. Mais c'est quand même, je crois, une chose assez... voilà, à souligner. Oui, non, mais il y a deux choses que je veux dire. C'est vrai que la notion de transport de structure est première, essentielle, mais il s'empresse pour démontrer que c'est équivalent à l'invariance ou les isomorphes. Donc les deux, on peut prendre une autre. On peut reconstruire la théorie en reprenant la notion d'isomorphisme. Donc c'est possible de le faire. L'autre chose, c'est tout en l'honneur de Bourbaki de prendre des paramètres. De prendre pour le cas les modules. Les modules avec oui, les modules, c'est réel. Alors ça, c'est très peu de logiciels considèrent ces cas-là, alors qu'ils sont extrêmement importants en mathématiques, puis il faut être capable d'en rendre compte. Donc il faut le faire. Et il lui-même l'admet dans les notes, pas dans les publications, ils sont regardés dans les archives, puis il y a des problèmes, ils disent explicitement, bon, on a introduit des paramètres, ça vient foutre le bordel. On ne sait plus comment le faire, ça ne marche pas aussi facilement, on a des difficultés. Cela dit,
c'est possible de le faire. Alors, je renvoie aux travaux de Michael, qui aura construit, qui dit, ben, oui, on peut le faire. Il n'y a pas de problème si on le fait correctement. Sans passer par nécessairement la notion d'espèce ou d'échelle. Ou d'échelle, d'échelon, Là, c'est intéressant aussi de regarder historiquement parce qu'au départ, Bourbaki commence avec des types. Puis au départ, quand on le lit dans les archives, ça ressemble à une théorie des types. Alors, on a les types de base, on a les types de produits, puis on a les types de puissance. C'est des types. Puis ensuite, ils se construisent par récurrence. Puis on construit des échelles comme ça. Mais à la fin, il abandonne la notion de type pour parler seulement de variables ensemblistes. Mais c'est la même chose. On a les produits, puis on a la puissance. Puis on construit des échelles comme ça par récurrence. Ça se fait très simplement aujourd'hui. Quand on lit Bourbaki, c'est l'enfer. C'est l'enfer. J'essaie de se retrouver dans la façon dont il écrit les indices. C'est purement formel et syntaxique. Aujourd'hui, les logiciels feraient, ben, on ne va pas se casser la tête pour vraiment coller. On va juste prendre les derrière, on va dire par récurrence, parce que comment on construit les échelles. Ça se fait très simplement, très naturellement. Ça, j'aurais pu vous le montrer. Mais là, oui, tout ça est vrai. Historiquement. Donc, bon, on est. Voilà, parfait, 40. Et bon, on va reprendre avec moi, je suis désolé de rentrer en Italie, si j'arrive, si je viens de faire, et à 2 heures. En Italie. En Italie. Ah bon? Et bon, en marchant. A strike in Italy. Right. Oh yeah, I know. Yeah, yeah. Alors, si tu je peux envoyer un article.